Merci bien, Monsieur le Directeur. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette série de conférences ici à la Cité des Sciences. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir pu assister à la conférence précédente, la semaine passée, d'Alain Pérobe et Louis Quintana Murci sur le thème « Gênes et langues ont-ils la même histoire ?» et aussi la semaine prochaine de Claude Aguège sur le thème « La langue mère et la tour de Babel ». Ce soir, je veux introduire le problème indo-européen, c'est-à-dire le problème des origines des langues indo-européennes. Évidemment, c'est une question à la base linguistique. Mais c'est également un problème qui a beaucoup troublé les archéologues et qui a influencé profondément plusieurs aspects de l'interprétation archéologique. Par exemple, toute l'archéologie celtique est fondée sur une base qui est dans une certaine mesure linguistique. Et quand on étudie l'archéologie de la Grèce, on parle souvent de l'origine des Grecs, l'arrivée des Grecs, et c'est un thème énormément débattu, et c'est une question quasiment archéologique, mais en grande partie linguistique. Je vais d'abord esquisser ce problème et toucher pour un moment à ses implications sociales et politiques pendant le XXe siècle. Puis, je vais indiquer la solution classique à ce problème et offrir une alternative qui a paru il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, assez radicale à ces critiques linguistes. Mais récemment, on a de nouvelles données génétiques qui peut-être offrent des idées nouvelles à ce sujet. Et aussi, il y a des nouvelles recherches linguistiques et phylogénétiques qui nous offrirent peut-être des clés importantes. Évidemment, après tout cela, je vais me taire et écouter les critiques de mon ami Jean-Paul Demoule, qui a souvent exprimé des réservations sceptiques à ce sujet. Bon, alors, c'était en 1786 qu'un magistrat, un juge anglais, Sir William Jones, juge à la Cour suprême de Calcutta, aux Indes, fit une découverte extraordinaire. Il avait étudié la langue sanskrite et il fait remarque, il était presque le premier à proposer une famille linguistique, et la famille qu'il a reconnue, c'est la famille qu'on appelle aujourd'hui la famille indo-européenne. Et il disait, c'était son discours en 1786, il dit la langue sanskrite, c'est la langue qu'il avait étudiée aux Indes, c'était la première langue écrite aux Indes. La langue sanskrite, quelque ancienne qu'elle puisse être, est d'une étonnante structure, plus complète que le grec, plus riche que le latin. Elle l'emporte par son raffinement exquis sur une et l'autre de ces langues, tout en ayant avec elle tant les racines des mots que dans les formes grammaticales, une affinité trop forte pour qu'elle puisse être le produit d'un hasard. Si forte même, en effet, qu'aucun philologue ne pourrait examiner ces langues sans acquérir la conviction qu'elles sont en fait issues d'une source commune, laquelle n'existe peut-être pas. Et donc, il a fait une observation qui a des implications assez profondes. D'abord, il parle d'une famille linguistique. Il parle du sanskrit, du latin, du grec, du gothique et plus tard aussi de la langue iranienne. Et il reconnaît qu'il y a là une ressemblance familiale. Deuxièmement, il reconnaît qu'il y a probablement une source commune pour ces langues, et donc ce qu'on pourrait appeler un proto-langage. Plus tard, on a appelé cette famille la famille indo-européenne, et on parle donc de la langue proto-indo-européenne.
Mais dans cette famille, il y a des groupes linguistiques, comme le groupe roman ou italique, comme le groupe celtique et d'autres groupes de ce genre, comme le groupe slave. Et ça aussi, c'est qu'une chose que Jones a aperçue. Et puis, il y a toujours la possibilité d'un foyer originel. C'est aussi, je pense, impliqué dans l'observation de Jones, ce que les Allemands ont appelé un Urheimat. Et il part aussi des principes, c'est-à-dire du vocabulaire, des racines des verbes et des noms, et du syntaxe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les linguistes s'appuient sur les questions lexiques, c'est le vocabulaire, sur la phonologie, le son, les sons dans les mots, et également sur le grammaire, le syntaxe. Et si on voit la carte de cette famille, évidemment, c'est une étendue énorme des îles britanniques et la France, presque toute l'Europe, jusqu'à l'Iran et aux Indes, et plus tard on parlera peut-être aussi de la langue tokharienne. Et il y a plusieurs groupes là-dedans, comme je viens de dire, et comme vous voyez sur la carte, l'indo-iranien, les langues romanes ou italiques, germaniques, slaves, baltiques, celtiques et anatoliennes. Ce sont maintenant des langues mortes, mais au commencement de notre ère, les langues de la Turquie, de la Turquie actuelle, étaient des langues anatoliennes dans la grande famille indo-européenne. Et aussi, il y a l'arménien, le grec et l'albanais. Et quand on regarde cette carte, il n'y a que certaines langues qui ne sont pas membres de la famille indo-européenne, c'est-à-dire la langue basque au nord de l'Espagne, le hongrois, l'estonien, le finnique et les langues au Caucase là. Et donc, le problème se présente immédiatement. Quelle était l'origine? Quelle est l'origine de cette unité linguistique? Et c'est un problème qui est encore débattu, comme nous allons voir. Mais je pense l'existence de cette famille, déjà reconnue par Jones, est vraiment bien établie. Et on peut le voir très simplement si on choisit un seul verbe, ici le verbe porter. On voit comment la déclinaison de cet verbe dans les plusieurs langues indo-européennes est liée, et on peut montrer, comme vous voyez dans la déclinaison ici, vous voyez une parenté qui est assez claire. Et c'est la même chose si on choisit tout simplement les nombres de 1 jusqu'à 10. Évidemment, ici, j'ai mis les nombres chinois et japonais qui n'ont rien à faire avec les nôtres, les indo-européennes, pour montrer, si vous voyez les nombres indo-européennes, vous voyez immédiatement, sans être linguiste, sans vous appuyer sur la phonologie, vous voyez des parentés claires qui manquent évidemment avec les nombres chinois et japonais. Évidemment, c'est là l'histoire, mais la saga des langues indo-européennes commence avec les implications de cet élément d'histoire. Le problème indo-européen est d'abord un problème linguistique. Mais si on veut expliquer cette unité, on doit parler de population, et donc ça devient un problème archéologique et préhistorique. Mais bientôt, si on parle des populations, peut-être on est tenté de parler de peuples, et ceci devient un problème ethnique. Souvent, dans le 19e et 20e siècle, il est devenu également un problème de race. Et il ne faut pas
oublier l'expérience nazie, national-socialiste, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était les nazis qui avaient appuyé sur les théories de plusieurs anthropologues comme Kossinna, comme on va voir. Et les nazis ont fait la faute grave de confondre des questions linguistiques avec des questions génétiques d'une manière trop simple et de confondre également des questions génétiques avec des idées racistes également trop simples avec des conséquences sévères que vous connaissez tous. Et donc, toutes ces questions ne devaient peut-être avoir des implications politiques, mais ce n'est que seulement pendant la Seconde Guerre mondiale que de tels problèmes se sont présentés. Il est absolument regrettable, presque inimaginable, qu'on a subi plus récemment le même problème dans la Yougoslavie. Et les problèmes dans maintenant l'ancienne Yougoslavie sont souvent du même genre, c'est-à-dire il y a un certain essentialisme dans les idées ethniques, nous les Serbes, nous les quoi que ce soit, et on imagine souvent que puisqu'il y avait des origines anciennes pour l'ethnicité et certainement pour le langage, ceci démontre quelque chose dans le présent. Ça, c'est une chose qu'on peut discuter après, je ne peux pas insister dessus, mais c'est pour cette raison que j'ai choisi le titre « La saga des langues indo-européennes ». Mais je veux tout de même m'adresser aux problèmes linguistiques et archéologiques maintenant. Bon, alors c'était, comme je viens de dire, en 1786 que Sir William Jones a fait sa découverte importante, et c'est en 1813 que le terme famille indo-européenne a été produite par notre savant. Et après, il y a pas mal de découvertes vraiment intéressantes et importantes, le déchiffrement d'écriture, etc. Et je commence avec la région indo-iranienne. Et c'était en 1837 que le philologue Princep a pu déchiffrer les inscriptions sanskrites sur les colonnes d'Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, passant en Iran, au Persépolis, au Padana, à Persépolis, c'est là qu'on trouve les meilleures inscriptions cunéiformes de l'époque de Darius, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est Rawlinson qui, en 1839, a pu déchiffrer l'écriture cunéiforme et donc lire le vieux iranien dans cette forme originelle. Puis vers 1905, l'école allemande a commencé ses fouilles à Bogazköy, en Turquie, l'ancien capitale hittite, et peu après, le savant tchèque Hrozny, en 1915, a pu traduire l'écriture et le langage hittite, et il l'a reconnu immédiatement comme une langue indo-européenne. Et c'était à ce moment la plus ancienne langue connue parce que les inscriptions hittites remontent vers le XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ. À peu près le même temps, Sir Arthur Evans a fait ses fouilles à Knossos en Crète et a trouvé les tablettes dans l'écriture linéaire B.
Et en 1952, c'est Michael Ventris qui a pu déchiffrer les symboles du linéaire B et a pu reconnaître ce langage comme le grec ancien, le grec mycénien, datant au XIIe siècle avant notre ère. Et finalement, il y a les aventures de Sir Orlstein et les autres explorateurs dans les déserts du Turkestan, l'actuelle province Xinjiang de Chine, et dans le désert Taklamakan sur la route de soie. Il a pu trouver, et les autres explorateurs ont pu trouver des inscriptions datant du 7e, 8e siècle de notre ère, dans une langue qu'ils ont appelée tocharien, et Sieg et Siegling, en 1927, ont pu traduire ces inscriptions et les ont reconnues comme deux langues tochariennes. Ils ont reconnu les langues tochariennes comme des langues indo-européennes. Et donc, voici le problème avec de nouvelles données très importantes. Mais quelle pourrait être l'explication de ce phénomène, de ces vastes étendues dans l'espace avec des langues parentées, sans avoir aucune explication historique donnée? En 1863, après les innovations de Darwin dans l'histoire naturelle, Schleicher a proposé un arbre de descente des langues indo-européennes que vous voyez maintenant. Et c'est vrai que les arbres changent un peu, les spécialistes ont des idées différentes, mais en principe, la pensée actuelle n'est pas tellement loin de ce type d'explication. Il y a certainement d'autres possibilités. Il serait possible d'imaginer qu'il n'y avait pas une seule langue ancestrale, une seule proto-langage indo-européen, mais peut-être ne serait-il possible qu'il y avait de différentes langues sans parenté à l'origine, mais qui peu à peu se sont approchés l'un à l'autre de plus en plus et qui sont devenues une famille linguistique. Et ça, c'était l'idée de Trubetskoy, mais c'est une idée qui n'a pas été suivie par les linguistes et il y a presque une unanimité sur une origine ancienne avec une espèce de proto-langage. Mais le problème reste toujours de situer ce proto-langage dans l'espace et dans le temps. C'était l'Allemand Gustav Kossina qui était peut-être le premier en 1902 a proposé une intéressante équivalence entre l'archéologie et ce problème linguistique. Il a parlé de la céramique cordée, qui a une distribution assez grande dans l'Europe, qui date de l'époque néolithique vers 2000 avant notre ère, et Kossina a proposé que c'est dans les porteurs, les peuples qui ont employé la céramique cordée, qu'on doit voir les parleurs de la langue proto-indo-européenne. Et donc, pour lui, le lieu d'origine de cette famille serait en Allemagne, à l'Europe du Nord. Mais l'archéologie n'était pas tout à fait satisfaisante et c'était Gordon Childe qui, en 1926, a écrit son livre « Les Aryens ». C'était lui un grand archéologue, mais il s'intéressait beaucoup aux problèmes indo-européens et c'est lui qui a été peut-être le premier à proposer sur une base archéologique assez bien fondée la possibilité que la région de source
était la région au nord de la mer Noire, dans les steppes de l'Europe vers l'Asie, dans le pays qui maintenant est le Ukraine. Et donc c'est lui qui a lancé cette théorie et il a su le lier avec la question des origines de l'équitation. Il a parlé de nomades montés. Et pour lui, c'était peut-être l'idée de la force dynamique qui a provoqué cette expansion et dispersion du langage proto-indo-européen dans toute l'Europe presque, et aussi à l'Iran jusqu'aux Indes. Et dans notre ère, c'était la professeure Maria Gimbutas qui, en 1963, a élaboré la théorie de Childe avec sa théorie Kurgan, qui était à peu près la même que celui de Childe. Les Kurgan sont les tombeaux, les tumulus de ce peuplement de l'âge de bronze, qui étaient peut-être, certainement des nomades, peut-être des nomades montés. Mais on va voir dans un moment que c'est peut-être pas très bien fondé. Et donc c'est ainsi qu'on a l'image, cette image est peut-être antérieure à l'époque de Gimbutas, l'image ici du guerrier celtique, mais qui est devenue l'image pour plusieurs préhistoriens et d'autres savants, l'image du proto-indo-européen. Évidemment, à l'époque proto-indo-européenne, si c'est au commencement de l'âge du bronze, ou même à la fin de l'époque néolithique, on n'aura pas une épée en bronze comme ça c'est de l'époque celtique, mais c'est à peu près la même idée. Maintenant, tout de même, je voudrais faire une critique à ces idées qui ne me paraissent pas du tout bien fondées. Et d'abord, il y a le problème du cheval. Et nous, en Europe, nous connaissons bien le cheval depuis le XVIe siècle avant notre ère. On voit les chevaux qui tirent les chars dans les stèles mycéniens, comme à Mycène même, comme vous voyez maintenant. Et il est clair qu'il y avait presque un horizon du char et du cheval qui traîne le char dans l'Europe. Et en Égypte, on voit des batailles avec les chars à deux roues avec des rayons. Et ça, c'est tout à fait clair. On voit des choses liées même au nord de l'Europe. Ça, c'est certainement un cheval, même si c'est une charrette à 4 roues, les roues ont des rayons, et c'est de la même époque à peu près que le stèle de Mycène. Et en Europe, on a très peu de traces de cheval avant ça, et en plus, il devient clair. Voilà le char le plus ancien connu probablement à Sintashta vers 2000 avant notre ère. Mais il est clair que monter à cheval, surtout pour les buts militaires, est une chose qui arrive ou qui se produit après l'époque, l'horizon des chars. Et voici une des premières images connues en Europe. C'est une image mycénien tardif, c'est une prêtresse peut-être montée à cheval. Et on connaît un horizon de nouveau, on peut dire, d'indication de guerriers à cheval en Europe depuis le XIIe siècle et les chevaleries dans l'époque de fer au premier millénaire de avant notre ère sont assez connues. Mais ceci est beaucoup
trop tard pour nous assister avec notre problème, notre saga indo-européenne, puisque, comme nous venons de remarquer, on a déjà le grec en Grèce au XIIe siècle avant notre ère et la hittite en Turquie à peu près le même moment et même des attestations plusieurs siècles plus anciens. Et on ne doute pas que le grec et le hittite proviennent du même langage ancien, du même proto-langage, mais évidemment c'est plusieurs siècles, même plusieurs millénaires avant ce moment. Et donc, si on cherche une origine commune, cette origine doit être plus remontée, peut-être millénaire, 2 millénaires, 3 millénaires, avant l'époque mycénienne. Évidemment, la proposition de Gimbutas avec l'histoire des Kourganes serait un millénaire, peut-être un millénaire et demi avant les Mycéniens. Mais si on parle d'une époque vers 3000, 3500 avant notre ère, il n'y avait pas de chars, évidemment, il n'avait guère de chevaux et il n'avait pas de nomades guerriers. Et donc, la théorie ne marche pas bien du tout. La faute en général, je pense, c'est depuis le temps de Cosina et Child, on a été tenté de faire une équivalence entre la langue, le peuple et ce concept archéologique, la culture, c'est-à-dire la culture archéologique, une typologie de céramique et d'autres objets archéologique. Mais cette équivalence est trop facile et devait se faire remplacer peut-être par une considération plus soigneuse des processus de changement, donc de changement linguistique, de changement économique et social, et même peut-être ethnique, mais sans parler de peuple défini, parce que j'ai parlé d'essentialisme il y a quelques moments, et je pense que c'est là le problème central, d'imaginer que puisque au temps de Alexandre le Grand, il y avait des Grecs comme peuple avec le langage, c'est une faute d'imaginer que 2 millénaires avant, quand il y avait peut-être un proto-langage grec, mais ceci ne veut pas dire qu'il y avait un peuple séparé grec avec toute une ethnicité bien formulée. Et je pense qu'on doit avoir des modèles pour des remplacements linguistiques parce que on doit toujours imaginer, je pense, qu'il y avait des populations en Europe non indo-européennes, ou plus exactement des populations qui parlaient des langues non indo-européennes avant l'arrivée des parleurs des langues indo-européennes. Et ceci paraît presque inéchappable. Et donc la question difficile à résoudre, c'est quelle était la nature de ces langues précédentes. Mais il est utile aussi d'avoir des modèles de remplacement, de se demander comment pourraient les nouveaux parleurs remplacer les langues qui étaient déjà parlées dans une certaine région. Et le modèle le plus commun, c'est le modèle de remplacement d'élite, de suprématie d'élite, et ce diagramme indique qu'il y avait ici une population et ici, et tous deux avaient leur propre élite, mais s'il y a une épisode de conquête et l'élite de ce pays prennent dominance dans ce pays, il y aura peut-être un changement non pas seulement de l'élite de la société, mais également de la langue.
Et ça, c'est le modèle qui est impliqué avec toutes les théories de nomades qui viennent d'ailleurs avec leurs chevaux, avec leurs épées, etc. Mais il est utile peut-être de penser à d'autres modèles, à des changements démographiques, sans avoir une question de changement abrupt de population entière et sans être une question d'une société hiérarchisée avec une élite, parce que si on remonte à l'époque néolithique, on remonte à une époque où elle n'avait pas probablement d'élite du tout. Et donc, il vaut mieux de chercher d'autres modèles. Et le modèle démographique qui a été proposé par Cavalli-Sforza et Hamerman est très utile. Mais on doit tout de même avoir une raison pour un accroissement de population. Et c'est ici qu'on doit parler d'une autre explication. Pendant les années 60, j'étais de plus en plus déçu avec l'explication classique, et je ne croyais plus aux données ni archéologiques ni linguistiques auxquelles on s'adressait. Quelle donc pourrait être l'explication de cette grande unité préhistorique en Europe? Et si je contemplais la préhistoire de l'Europe, je ne pouvais voir qu'un seul épisode, un seul processus aussi puissant et aussi significatif pour causer ce changement profond. Et celle-ci était l'arrivée en Europe de l'agriculture. Et je pensais, bon, alors si on imagine l'arrivée de l'agriculture en Europe comme le moment décisif pour la dispersion du langage proto-indo-européen, comment ça pourrait ceci marcher? Évidemment, si on dit ça, ceci implique une datation beaucoup plus vieille, beaucoup plus remontée, parce qu'on parle pour l'arrivée des premiers agriculteurs en Europe qui provenaient de la Turquie actuelle en Grèce vers peut-être 7000 avant notre ère, au lieu de peut-être 3000 avant notre ère pour l'épisode Kurgan. Mais si on veut faire cette équivalence, c'est comme hypothèse, c'est une hypothèse assez facile à poursuivre, puisque l'archéologie nous donne assez clairement d'où arrivait l'agriculture et les techniques de l'agriculture et les plantes et les animaux de base. Et donc, dès le moment où on fait cette hypothèse, les données archéologiques nous offrent un lieu et un temps pour ce changement. Et on voit ici la distribution actuelle de Hordeum spontaneum, c'est-à-dire l'ancêtre de l'orge domestique. Et ici, la distribution actuelle de Triticum boeticum, le prototype sauvage de l'engrain, qui était deux des plantes, des céréales de base pour l'agriculture du Proche-Orient et de l'Europe préhistorique. Et on sait également que c'était aux endroits en Turquie centrale, la plaine de Konya, à peu près ici, que trouvent des endroits archéologiques comme Çatalhöyük, qui vers 7000 avant notre ère étaient des villages, même presque des villes néolithiques, basées sur l'exploitation de ces céréales et des bovidés et des moutons, etc.
Et donc, c'est avec cette idée que je travaillais un peu. Si on regarde les cartes archéologiques tout à fait classiques, ça c'est une carte ancienne du professeur Piggott, on voit l'arrivée de la technique, pas forcément des populations. Il est toujours beaucoup discuté quel était le mécanisme de l'arrivée des techniques de l'agriculture en Europe, mais quand on voit la situation en Crète ou la situation à la grotte Franxi en Grèce, il paraît qu'il a été probablement apporté par de petits groupes de fermiers avec leur économie qui était pour la Grèce nouvelle et probablement aussi avec leur langue. Et selon l'hypothèse, qui est évidemment tout à fait hypothétique, selon l'hypothèse, cette langue serait la langue proto-indo-européenne, qui aurait donc une origine dans l'Anatolie, la Turquie ancienne. Et voilà la théorie, mais évidemment c'est tout à fait opposé à la théorie de Gimbutas et de Child, mais je dois admettre que c'est toujours une théorie avec un foyer, avec un Urheimat, et ceci lui donne peut-être un aspect un peu classique, mais comme je viens de dire, la plupart des linguistes pensent ainsi, et le problème avec ma théorie, si on a un problème, beaucoup d'entre eux ont un problème, certainement. Le problème n'est pas cette question d'un foyer, mais la date surtout de ses origines. Et donc, voici ma carte. Je place la langue proto-indo-européenne en Anatolie centrale et je vois plusieurs étapes. D'abord, l'arrivée en Grèce et puis la dispersion de l'agriculture à l'Europe de l'Est, d'abord au Balkan et puis à l'Europe centrale. On connaît bien la dispersion rapide de la céramique rubanée et les céramiques cardiales dans la Méditerranée. Et donc j'ai produit cette carte, mais la carte a été critiquée peut-être avec raison par plusieurs archéologues comme Marek Zvelebil qui ont admis que probablement il y avait une vague d'avancée, une vague démographique comme l'avait proposé Cavalli Sforza, jusqu'à là peut-être, jusqu'à les limites de la céramique cordée, mais après le mécanisme était peut-être beaucoup plus lent et c'était plutôt une question d'acculturation. Et c'est peut-être raison, peut-être que des langues non indo-européennes et peut-être pro-indo-européennes sont restées en Espagne jusqu'à l'époque romane et avec le basque jusqu'à nos jours. Et voici donc une carte plus nouvelle qui indique les limites peut-être de cette premier épisode et puis des épisodes plus tardifs. Et évidemment, c'est un processus énormément complexe, et si cela a commencé peut-être au 7e millénaire avant notre ère, il y a beaucoup de temps pour des changements plus tardifs, et évidemment, ce doit être une explication plus complexe si on la place à un épisode tellement remonté. La carte est à l'envers, mais ne montre pas grand-chose. C'est même assez compréhensible à l'envers qu'en juste forme, parce que ça indique les lieux des différentes explications qui ont été offertes. C'est une carte de Malari. Ici, vous voyez de Voto. Vous trouverez mon propre nom en Anatolie, même à l'envers. Et ça vous indique comment encore est débattue cette question. Bon, alors, depuis cette proposition,
il y a eu 2 ou 3 appuis nouveaux et je vais citer en rapidité. Je veux bientôt finir. Vous avez entendu parler la semaine passée des informations génétiques et c'est vrai que si on regarde le rhésus négatif, on voit une concentration de rhésus négatif justement dans le Pays basque. Et il y a certainement des liens entre les données génétiques et les données linguistiques et même les données archéologiques. Mais ceci devient beaucoup plus compliqué. C'est Cavalli-Sforza qui a proposé que les données classiques, les données génétiques classiques, les marqueurs classiques indiquaient un mouvement de l'Anatolie vers l'Europe, ce qu'il plaçait dans l'époque néolithique, ce qui aurait très bien marché avec ma théorie de la dispersion agricole linguistique au commencement de l'époque néolithique. Mais malheureusement, je passe par là, malheureusement, quand on a commencé avec des analyses de l'ADN, le double spirale de l'ADN, et aussi de la mitochondrie, cette organelle dans la cellule, qui, comme vous aurez entendu parler la semaine dernière, est très intéressant parce qu'il paraît que les gènes le ADN dans la mitochondrie passent dans la ligne femelle, la ligne maternelle, et donc on peut tracer une ligne de descente très bien par ce moyen. Quand on a fait cette analyse, qui est assez compliquée, les conclusions étaient que la population actuelle en Europe a une contribution qui date de l'époque paléolithique, 10%, et puis 70% paléolithique, et la contribution néolithique de l'époque néolithique n'est qu'à peu près 20%. Et donc, la théorie originale de Cavalli-Sforza ne marche pas trop bien, mais tout de même, il est peut-être significatif qu'il y a apparemment une contribution de 20% dans les gènes des Européens actuels qui remonte à l'époque néolithique et qui pourrait peut-être associer avec cette question linguistique. Et si on regarde les données du chromosome Y qui passe dans la ligne paternelle, on veut à peu près la même chose, et même on voit mieux le changement de fréquence dans quelques haplogroupes du chromosome Y qui sont toujours, qu'on étudie toujours, mais il paraît fort possible qu'on peut bien identifier des liens entre les données génétiques et les données linguistiques, même si c'est pas trop clair à ce moment, et même si les hypothèses originelles de Cavalli-Sforza étaient trop grandes pour marcher. Et aussi, si on regarde la linguistique actuelle, les langues de la Turquie, de l'Anatolie de l'Ouest, de l'époque classique, ont été déchiffrées maintenant, y inclut le karien et le lycien, et il paraît qu'ils sont toutes des langues anatoliennes, qui veut dire qu'ils sont toutes des langues de la famille indo-européenne. Et donc, à l'ouest de cette ligne, le diagonale anatolien, il n'y a pas de trace de langue pré-indo-européenne. Évidemment, le turc, on parle le turc maintenant, mais ça c'est plus récent. Mais si on regarde les inscriptions ici, il n'y a aucune indication d'une langue plus ancienne que le proto-indo-européen en Anatolie. Évidemment, c'est autre chose. Si on va au Bogojkoy, là il y a
toute l'histoire de la langue attique, pas hittite, mais attique, qu'on pourrait discuter plus tard. Mais en général, ça c'est une donnée très importante. Et puis, les linguistes de plus en plus reconnaissent la justesse de l'hypothèse de Sturtevant, qui en 1962 a proposé sa théorie indo-hittite, c'est-à-dire que la première division dans les langues indo-européennes serait la division entre les langues anatoliennes, y comprises la hittite, et les autres. Et ça marche très bien avec c'est pas automatique, mais ça marche très bien avec l'idée d'un foyer original en Anatolie. Et finalement, voici mon propre arbre d'origine, mais je ne veux pas trop insister. On commence avec le proto-indo-européen en Anatolie, et puisqu'une division entre les langues anatoliennes et les autres langues de l'Europe et de l'Inde, et probablement la dispersion dans les Indes serait plus tardif, serait peut-être même par les porteurs, par les nomades, même des nomades guerriers. Certainement, quand on lit les hymnes du Rig Veda, les textes les plus anciens du sanskrit védique, ils parlent des chars et des chevaux. Pas des guerriers montés, mais des chars et des chevaux. Et ça, c'est une indication peut-être chronologique. Et mon exemplaire final, c'est un travail tout à fait récent. C'est un article qui est paru dans le journal Nature il y a 18 mois, avec le titre Language Tree Divergence Times Support the Anatolian Theory of Indo-European Origin. Et ce sont pas exactement des linguistes, ce sont même des généticiens, mais qui emploient des données linguistiques et emploient des méthodes quantitatives phylogénétiques pour confirmer l'arbre de descente des langues indo-européennes, ce que vous voyez là, et c'est plus détaillé, mais c'est la même chose comme l'arbre de Schleicher à peu près, ou la même chose comme l'arbre de Runge et de Sturtevant, qui ont proposé cette séparation primaire entre les langues anatoliennes et les autres langues. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu, selon méthode, calculer des temps de divergence. Et ici, vous voyez les dates en millénaire avant notre ère. C'est pas trop clair, mais le zéro est là. Et ici, ils ont marqué la bande pour la bande de temps pour l'épisode Kurgan, et ici ils ont marqué la bande de temps pour l'épisode agriculturel, comme on peut le dater par des moyens archéologiques. Et selon quelques hypothèses, il arrive à ce résultat qui indique une datation qui conforme à une migration, une dispersion, disons plutôt, vers 6000 avant notre ère. Et ils ont fait 4 calculs séparés et chaque fois ils arrivent à la même conclusion. Bon, alors c'est trop tôt pour parler d'une preuve, je ne parle pas du tout d'une preuve, mais c'est certainement intéressant que cette méthode indépendante donne un certain support à la théorie qui propose une dispersion ancienne vers 7000 avant notre ère, tandis qu'une des objections le plus fréquentes parmi les linguistes a été que cette dispersion était trop ancienne.
nous ne discuterons pas à ce moment comment il savait qu'il était trop ancien. Ça, c'est une question très compliquée auquel on pourrait y retourner, mais maintenant je vais finir. Je vais tout simplement dire que l'idée de la dispersion agriculturelle et linguistique n'est pas limitée aux langues indo-européennes. On l'emploie souvent en Afrique et même dans le monde entier, il y a plusieurs cas où on peut parler d'une chose pareille. Mais j'ai assez parlé et je laisse la parole à mon collègue Jean-Paul Demoule. Bien, donc Colin Renfrew a présenté pour l'essentiel les données du problème indo-européen, et ce que je voudrais faire, c'est montrer maintenant un certain nombre de problèmes logiques dans les différentes hypothèses qui ont été proposées, et également montrer aussi quelles sont quelques questions idéologiques quant à l'historique même de cette question, de ce débat scientifique qui n'est pas uniquement un débat scientifique. Donc le problème global de la question dite indo-européenne, comme Colin Renfrew l'a très bien montré, c'est qu'un certain nombre de langues de l'Europe et de l'Asie ont entre elles plus de ressemblances qu'elles n'en ont avec le chinois et le japonais. Et par ailleurs, tout un pan que Colin Renfrew n'a pas abordé parce qu'il considère que c'est accessoire, mais il se trouve qu'en France, ça fait partie de notre mythologie scientifique, c'est les ressemblances entre un certain nombre de mythologies de l'Inde, du monde germanique, de l'Italie ancienne, par exemple, qui ont été montrées par Georges Dumézil, qui était considéré comme un des plus grands savants français de la deuxième moitié du XXe siècle, ou entre les institutions comme Émile Benveniste, par exemple, autre linguiste éminent qui occupait la chaire de linguistique au Collège de France. Donc c'est le problème général, et rendre compte donc de ces ressemblances, et comme cela vous a été proposé, l'explication classique, là c'est les termes allemands, Ur, c'est l'origine en allemand, c'est originel, c'est qu'il y a eu quelque part dans une patrie originelle, Urheimat, un peuple originel, Urvolk, qui parlait une langue originelle, Ursprache, donc modèle simple et robuste, et c'est à partir de ce modèle que, comme on l'a vu tout à l'heure dans la carte à l'envers, à peu près toutes les localisations ont été proposées, et donc l'hypothèse classique, du modèle classique, suppose que ce peuple originel donc part ensuite, à partir de son berceau, de son foyer, de sa patrie originelle, à la conquête d'une grande partie de l'Eurasie, et avec ce terminus de moins 1500, puisque vers moins 1500, on a déjà le sanskrit des hymnes védiques, le hittite et le proto-grec mycénien des linéaires B, qui sont déjà trois langues, certes indo-européennes, mais relativement distinctes l'une de l'autre. Donc pendant longtemps, une bonne partie du XIXe siècle et du XXe siècle, pour localiser la patrie originelle, on a utilisé une méthode dite de la paléontologie linguistique, c'est-à-dire qu'on se disait quels sont les termes communs qu'il peut y avoir entre ces différentes langues. Est-ce qu'il y a des mots qu'on trouve, par exemple le loup, Wolf en allemand dans les langues germaniques, Volk dans les langues slaves, ça se ressemble, donc il y avait probablement des loups dans la patrie originelle. Est-ce qu'il y a, là, par exemple, les noms d'arbres sont communs dans une bonne partie des langues d'Europe, mais pas commun, ne partage pas cette communauté de racines avec les langues de l'Inde ou de l'Iran. D'où l'hypothèse des steppes, qu'on va voir souvent, c'est que puisque il n'y avait pas d'arbres au départ, puisqu'il y a des arbres dans certaines langues mais pas dans d'autres, c'est-à-dire que c'était dans un endroit sans arbres, d'où l'idée des steppes qu'on voit apparaître très tôt comme hypothèse, et c'est au départ une hypothèse linguistique, notamment celle de Otto Schrader vers la fin du XIXe siècle.
Et donc localiser ce berceau suppose deux choses, qu'on puisse effectivement montrer qu'il y a bien un phénomène d'expansion à partir d'un point géographique quelconque, et avec une conquête progressive qu'on va pouvoir suivre archéologiquement. Suivre une conquête archéologiquement, ça veut dire que les mêmes, et on n'a pas d'autres moyens de le faire, puisqu'on n'a pas d'écriture pour ces périodes très anciennes. Les premières écritures, justement, c'est l'écriture mycénienne, enfin, et encore avant les linéa A, mais notant une langue considérée comme non indo-européenne. Les premières écritures sont beaucoup plus récentes, donc on est à une époque antérieure à l'écriture. Donc la seule manière de prouver, c'est par l'archéologie, et c'est le fait de voir que certains types caractéristiques d'outils en silex, puis en métal, de poterie, de formes d'architecture, de rituels funéraires, eh bien, on va les voir se répandre petit à petit dans une direction ou dans une autre. C'est le seul moyen dont on dispose actuellement pour mettre en évidence un phénomène d'expansion, de conquête. Et l'autre aspect des choses, c'est de prouver que ce mouvement d'expansion a quelque chose à voir avec qu'est-ce qu'il a d'indo-européen particulièrement. Ce sont effectivement les deux aspects du problème. Donc les trois principales localisations, on a vu qu'il y avait énormément de localisations, mais ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est celles qui ont un peu d'actualité. Donc c'est la Scandinavie, l'hypothèse donc notamment de l'archéologue allemand Kossinna, fin du 19e, début du 20e siècle, le Proche-Orient, comme vient de l'exposer Colin Renfrew, et les steppes de la mer Noire, auxquelles il a fait également référence. L'hypothèse scandinave, si j'en parle, c'est parce que c'est pas seulement une curiosité historiographique, et je rappelle que quand on dit indo-européen en allemand, on dit indo-germanisch, c'est-à-dire indo-germain, depuis le début du 19e siècle, et de la part de savants qui n'étaient pas particulièrement nationalistes, mais c'est comme ça. Cette hypothèse-là, on pouvait la considérer comme relativement obsolète, parce que c'est celle effectivement que Kossinna va proposer fin du 19e, début du 20e siècle, l'idée qu'on a un peuple originel, peut-être pour lui-même le descendant des peintres des cavernes, puisqu'il cherchait une référence culturelle assez brillante, qui avec la fonte des glaces vers moins 10 000 se replie en Scandinavie, et dans ce milieu naturel extrêmement hostile va se forger une espèce de peuple d'exception, de grands blonds et aux yeux bleus, et qui ensuite vont se répandre, archéologiquement notamment avec ce phénomène de la céramique cordée, vers moins 2000, vont se répandre par 14 vagues successives, Züge, dit Kossinna, dans l'ensemble de l'Eurasie. Alors cette hypothèse, elle est à la fois archéologiquement, c'est là-dessus que se fondera, je dirais historiquement, c'est là-dessus que se fondera le nazisme pour aller jusqu'au bout de son hypothèse de supériorité de la race dite aussi aryenne, puisque c'est le nom que se donnent les peuples conquérants de l'Inde dans les textes védiques. Donc c'est à la fois au nom de cette hypothèse-là que le nazisme passera à l'élimination des races dites inférieures. Donc c'est une hypothèse importante sur le plan historique, on ne peut pas négliger, mais en même temps, actuellement, il n'y a aucun argument archéologique parce qu'on ne voit aucun phénomène de dispersion qui expliquerait l'ensemble des traits de la protohistoire, de la préhistoire européenne. Bien au contraire, comme Colin Renfrew l'a bien rappelé, tous les phénomènes culturels concernant l'Europe viennent du Proche-Orient, de proche en proche, à partir du 7e millénaire. Mais cette hypothèse scandinave est importante parce que elle a été reprise à date. Elle a été reprise à date récente et on la trouve notamment dans les deux que sais-je sur les Indo-Européens, l'Indo-Européen et les Indo-Européens. Donc c'est une collection grand public publiée par les presses universitaires de France, rédigée par un linguiste qui s'appelle Jean Audry, qui est maintenant à la retraite, qui est professeur à l'école pratique des hautes études, et ces deux que sais-je reprennent explicitement l'hypothèse de Kossinna, disent que les Indo-Européens étaient grands, blonds et aux yeux bleus, et citent explicitement en note un des principaux ratios
sociologue du régime nazi. Étant donné que Jean Audry était par ailleurs, ou est toujours, membre du conseil scientifique du Front National, c'est pas entièrement anecdotique, si vous voulez, de rappeler cette hypothèse, parce qu'elle continue à jouer un rôle historique, au moins en France, et c'est pas indifférent. Elle continue à jouer un rôle historique et idéologique, c'est plus seulement une curiosité historiographique. Donc sur la localisation proche orientale, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que Colin Renfrew lui-même a dit qu'il y avait un certain nombre de questions qui n'étaient pas encore complètement résolues. Je voudrais en mentionner pêle-mêle quelques-unes sur ce modèle global. L'une, c'est que effectivement, le point de départ, c'est la Turquie, une région où, à des dates plus récentes, au premier millénaire, fin du deuxième, premier millénaire avant notre ère, il y a effectivement des langues indo-européennes, les langues dites anatoliennes, qui sont quand même cela dit, très spécifiques au sein de la famille. Mais dans le reste du Proche-Orient, où s'élabore globalement l'agriculture et l'élevage, et c'est de là que vont partir ensuite les agriculteurs et les éleveurs, à la fois vers l'Europe, l'Asie centrale et dans d'autres directions. Le reste du Proche-Orient, il n'y a pas de langue indo-européenne attestée, il y a essentiellement des langues sémitiques. Donc, si vous voulez, il y a un problème de cohérence logique, et on ne peut à ce moment-là en rendre compte probablement que si on considère qu'ensuite on monte d'un cran dans l'hypothèse et parler d'un lien plus ancien encore entre les langues sémitiques et les langues indo-européennes, qui est aussi une idée ancienne. Le linguiste Maillet, par exemple, Antoine Maillet, qui était maître de Benveniste et professeur au Collège de France en linguistique dans les années 20 et 30, disait que peut-être on pouvait monter d'un cran et faire l'hypothèse d'apparentement plus ancien. Alors ces apparentement plus anciens, ceux d'entre vous qui ont suivi les débats avant et qui vont les suivre encore la semaine prochaine, c'est l'idée qui a surgi depuis une vingtaine d'années, défendue notamment par deux linguistes américains, Greenberg et Ruhlen, que la linguistique serait en mesure de reconstituer maintenant l'arbre de toutes les langues du monde, qu'on aurait effectivement une sorte d'Ève, comme on l'a appelée, africaine, vers moins 100 000, moins 200 000 ans, et que d'elle, de cette Ève et de quelques milliers d'individus apparentés, serait à l'origine de tous les hommes modernes actuels, qui seraient diffusés peu à peu sur l'ensemble de la planète, et en se diffusant, ils auraient diffusé effectivement leurs gènes, évidemment, et leur langue. Donc cette hypothèse a été extrêmement médiatisée, elle le fait depuis 20 ans, et surtout 10, la une de toutes sortes de quotidiens d'information. L'idée comme ça d'une dispersion de l'ensemble des langues du monde et l'idée d'une langue mère. Et même si elle est très populaire, il faut quand même se rappeler qu'elle n'est pas entièrement admise par les linguistes, qu'elle repose sur des apparentements, c'est-à-dire on prend l'ensemble des langues du monde et puis on essaie de faire de proche en proche de montrer que elles se ressemblent. Alors autant pour les ressemblances entre langues indo-européennes, on dispose de méthodes de comparaison relativement strictes et qui résultent de 2 siècles de tradition. Ce même travail pose des problèmes méthodologiques parce qu'on va travailler sur les 6000 langues du monde connues, mais dont la plupart ne sont connues qu'à des dates très, très récentes, et en se donnant, sans rentrer dans les détails, des flexibilités de comparaison qui font qu'on peut comparer, ça a été démontré plusieurs fois statistiquement, à peu près toute langue avec n'importe quel autre. Et des linguistes de renom ont pu faire ce travail, comme Lynn Campbell, par exemple, aux États-Unis, ou d'autres ont pu faire ce travail critique d'un arbre général de toutes les langues du monde, de manière sinon dévastateur, du moins montrant que on ne peut pas considérer que c'est un fait de science définitivement acquis, que c'est comme la pénicilline, et que maintenant on est sûr que toutes les langues sont apparentées. Alors cette digression, simplement pour dire que c'est une manière aussi, on peut insérer la dispersion des langues indo-européennes à l'intérieur de l'arbre de dispersion de toutes les langues humaines et de tous les gènes humains, mais que cette hypothèse plus globale, elle, est encore loin d'être acquise. Si on regarde aussi dans le détail des gènes et des comparaisons génétiques, on voit assez facilement que, par exemple, pour l'Inde, ceux qui parlent des langues indo-européennes et ceux qui parlent des langues dravidiennes, qui n'ont rien à voir avec les langues indo-européennes, ils sont beaucoup plus proches génétiquement
les porteurs les locuteurs de langue indo-européenne d'Inde, ils sont beaucoup plus proches génétiquement des Dravidiens, qui sont effectivement leurs voisins géographiques, qu'ils ne sont des Allemands ou des Anglais, qui eux parlent pourtant des langues indo-européennes. Donc tout ça pour rappeler ça, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, que cette hypothèse globale pose effectivement des problèmes. Alors, si on garde le cahier des charges indo-européen sous sa forme traditionnelle, on peut remarquer aussi que le vocabulaire commun, c'est-à-dire les mots communs, décrivent très peu d'espèces d'animaux ou de plantes qui soient de type méditerranéen. Alors, c'est pas gênant si on considère que la paléontologie linguistique n'est pas une méthode recevable, et je serais plutôt de cet avis, mais simplement il faut se rappeler qu'il y a un cahier des charges, théoriquement, quand on recherche le foyer commun, et qu'en tout cas, ce point-là ne répond pas au cahier des charges. L'existence de langues non indo-européennes en Europe, aussi bien modernes comme le basque que plus anciennes, comme les langues de la péninsule ibérique, mais aussi l'étrusque, par exemple, ou les langues, évidemment, les langues du Caucase, ou probablement la langue dite linéaire A de Crète, ces poches de résistance, entre guillemets, posent aussi problème. C'est-à-dire que ça veut dire que le modèle n'en rend pas complètement compte. Ça veut dire que le modèle est plus compliqué, mais plus le modèle va être compliqué, moins évidemment on va avoir de moyens de le tester réellement. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont possibles, effectivement, mais il s'agit de savoir si on reste dans une démarche scientifique, si on peut le vérifier ou ne pas le vérifier. Et la même chose autre aspect du problème, les problèmes de ressemblance entre langues indo-européennes. On a parlé de cette question des arbres et j'y reviendrai bientôt. Si on a cette dispersion d'est en ouest, il faudrait que les ressemblances entre langues indo-européennes soient réellement d'est en ouest de manière relativement régulière. Et enfin, le dernier point, un peu comme sur la question du vocabulaire commun, ça suppose qu'on évacue effectivement complètement, mais on a le droit de le faire, mais il faut simplement le rappeler. Je ne donne aucune solution, je fais la liste des difficultés, que tous les travaux de comparaison de Georges Dumézil ou d'Émile Benveniste en termes d'institution ou de mythologie ne sont pas pertinents par rapport à la question. Alors, l'hypothèse stépique, je ne m'étendrai pas dessus parce que Colline Renfrew a bien montré les difficultés qu'elle pose. Comme je le disais à l'instant, elle est proposée dès le 19e siècle par Schrader avec des hypothèses comme il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de nom commun à toutes les langues européennes pour les arbres, donc c'était un endroit sans arbres. Et elle pose effectivement des problèmes. L'argument du cheval et du char ne tiennent pas, archéologiquement, ne tiennent plus. C'est des phénomènes qui sont plus récents qu'on le pensait au départ. Il y a bien des roues au 5e millénaire dans les steppes, mais c'est des grosses roues de chariots, c'est pas des roues de chars de guerre. Et James Mallory lui-même, le tenant le plus abouti de l'hypothèse des steppes, mais qui était un chercheur extrêmement lucide et honnête, dans un gros dictionnaire récent de la culture publiée en anglais avec un linguiste qui s'appelle Adams sur la civilisation indo-européenne, reconnaît que cette hypothèse eh bien, elle souffre du fait qu'on ne peut pas vraiment suivre un phénomène de dispersion sur l'ensemble des steppes. Donc si je mets à part l'hypothèse Cossina extrême droite moderne, les deux autres hypothèses ont chacune des arguments et des contre-arguments. Donc ce que je voudrais rappeler dans la deuxième partie et dernière de mon exposé, c'est qu'effectivement ce modèle est extrêmement simple, ce modèle d'un point unique et avec une dispersion centrifuge, et suppose un certain nombre d'hypothèses. Il suppose qu'on a bien une patrie originelle circonscrite avec une langue qui était homogène et en fait quand on regarde ce qui se passe dans l'ethnologie, dans les populations connues par l'ethnologie qui sont celles qui correspondent aux sociétés pré- et proto-historiques de l'Europe, c'est-à-dire des civilisations qui ne sont pas antérieures à la constitution d'États forts, hein, qui sont des communautés villageoises liées par des relations plus ou moins lâches, même si elles ont des communautés culturelles. Dans certaines régions, les vases vont être décorés de telle manière et différemment dans une autre région. C'est pas encore des systèmes étatiques forts. Donc ce qu'on observe par l'ethnologie, c'est une grande fluidité et le fait que
La plupart des habitants, avec les échanges matrimoniaux, parlent parlent plusieurs langues. Le monolinguisme, c'est une notion très moderne et qu'on a même du mal à imposer dans l'Europe moderne. Les gens qui ne parlent qu'une langue unique. Et il a fallu des années, des siècles d'États forts pour imposer ceci. Et cette notion même derrière, justement, d'Urheimat et d'Urvolk, cette idée de nation, c'est une idée très récente qui émerge avec le romantisme, la Révolution française, l'idée qu'il y a des peuples et qu'ils ont des destins, et bientôt qu'ils ont même des races communes, mais avant, cette manière de voir l'histoire et d'en rendre compte n'existe pas. Sur le plan historique maintenant, l'idée d'imposer sa langue, qu'une élite impose sa langue par exemple, ça ne s'est fait dans l'Empire romain que parce qu'il y a eu 4, 5, 6 siècles de domination étatique, de quadrillage systématique avec une administration, une armée, et même là, il y a des langues qui ont survécu, des bouts de langue celtique ça et là, par exemple, de langue germanique, et puis il y a des langues qui sont arrivées ensuite, comme les langues slaves, le turc et bien d'autres. Cette idée, par exemple, donc ce modèle, l'autre modèle des conquistadors où quelques centaines de conquérants bien armés prennent le contrôle de tout un pays. En Amérique latine, c'est pas les conquistadors qui ont imposé leur langue, c'est 5 ou 6 siècles de domination espagnole, portugaise ou anglaise, et même encore maintenant, il y a des situations même de bilinguisme comme au Paraguay, ou de survivance très forte, comme le Quechua au Pérou, dans de très nombreuses régions. Et symétriquement, on connaît historiquement, en France, même si on s'appelle français, on ne parle pas le franc, une langue germanique, mais on a continué à parler le latin parce que les populations parlant le latin étaient beaucoup plus nombreuses. Sur la question de l'arbre, si vous voulez, c'est effectivement cette idée que les langues divergent régulièrement, se séparent par scissiparité sous forme d'arbres. Si vous prenez une collection d'objets, si vous décidez que le modèle est celui de l'arbre, vous pourrez toujours les organiser de manière arborescente. Vous prenez une banane, une pomme, une poire. Bon, la pomme et la poire sont plus ressemblantes l'une que l'autre, donc vous avez fait faire un arbre avec un point origine, la banane de l'autre côté, la poire et la pomme de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que cette manière d'arranger les ressemblances, c'est-à-dire ce phénomène de rendre compte de ressemblances logiques, est en même temps un arbre généalogique, qu'il y a effectivement une signification généalogique et historique entre la poire, la pomme et la banane. Donc c'est un exemple évidemment volontairement caricatural, mais ça veut dire que si vous choisissez d'assembler les choses de manière arborescente, vous obtenez un arbre. Si vous choisissez de les apparenter de manière plus complexe, vous aurez des relations plus complexes. Et on a des exemples effectivement de langues modernes qui sont simplement des contre-exemples, qui montrent simplement que d'autres modèles sont possibles, comme les créoles, le pidgin, ou si on prend même l'anglais moderne, si vous lisez de l'anglais scientifique en particulier, la plupart des concepts abstraits sont des mots d'origine romane à la suite de la conquête de l'Angleterre. Il y a une célèbre première page de Ivanhoe, de Walter Scott, où les deux héros discutent et disent que les animaux sont morts en langue romane et vivants en langue germanique, quand on regarde mutton, sheep, cattle, beef, etc. Donc on a bien cette question, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est l'explication symétrique, mais ça veut dire que les apparentements, et ça vaut aussi pour parmi les langues proches de nous, pour le roumain ou le yiddish, etc., où vous avez des langues qui se forment par mélange, d'où cette idée de ressemblance. Par exemple, les langues balkaniques, toutes indo-européennes, mais différentes dans leur histoire, comme le bulgare, le grec, l'albanais et le roumain, se sont mis au fil des siècles, parce que elles étaient toutes dans l'Empire turc, sans barrière et sans langue officielle, à avoir toutes sortes de traits en commun, comme la façon d'exprimer le futur, l'absence d'infinitif, l'article à la fin pour 3 d'entre elles, etc.
Alors, concernant la mythologie, j'ai pas le temps de m'y attarder, mais simplement, alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dumézil était une très grande référence dans l'histoire des sciences humaines en France, membre de l'Académie française, etc., qu'il a montré des ressemblances indéniables, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause entre un certain nombre de mythologies de l'Europe. Il n'est pas certain néanmoins que, et c'est probablement même appauvrir tout son travail, de dire que ces ressemblances veulent dire que ça, c'était la mythologie indo-européenne primitive qui ensuite s'est dispersée, puisque on peut montrer dans le détail qu'on trouve certains de ces phénomènes extérieurs à des locuteurs de langue indo-européenne et inversement. Sur la question des races, je le mentionne juste brièvement, puisqu'on pourrait dire c'est plus d'actualité, le nazisme c'est fini, mais simplement pour vous rappeler que non seulement c'était un thème de l'extrême droite en France, dont nous sommes comptables en tant que Français, et par ailleurs que dans des livres tout à fait officiels se donnant comme des manuels, cette notion de race de grands blancs aux yeux bleus peut parfaitement encore avoir pignon sur rue. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a forcément une explication à tout. Donc il y a forcément une explication au modèle des langues indo-européennes les unes par rapport aux autres, mais que le modèle définitif et le travail de Colin Renfrew est tout à fait intéressant parce que partant d'une hypothèse, une contre-hypothèse simple, celle de la diffusion du néolithique, il a eu tendance à la rendre petit à petit de plus en plus complexe, montrer que c'était moins simple qu'on pouvait le penser, les phénomènes d'acculturation, etc., des phénomènes éventuellement dans certains cas d'invasion guerrière, les rendre plus complexes au fil des ans, mais évidemment plus une hypothèse est complexe, plus elle va être difficile à tester, à vérifier sur le terrain. Dans le fait que l'Europe soit une péninsule, effectivement, ça explique que les brassages ont été incessants aussi bien sur le plan génétique que linguistique que culturel. Ça explique aussi globalement, à chaque fois qu'on va faire une carte génétique de tel ou tel marqueur, qu'on va voir toujours une espèce de mouvement est-ouest ou ouest-est, puisque c'est une espèce de cul-de-sac, donc il va toujours y avoir quelque chose d'est-ouest. Ça n'est pas forcément la preuve d'un mouvement particulier. Donc j'ai plus globalement aussi, si on rentre dans le détail, par exemple quand on dit ces apparentements en arbre ou les apparentements des langues indo-européennes, quand on prend les 14 grands groupes linguistiques de langues indo-européennes, il n'y a qu'une seule racine, la racine pour le mot enflé, qui est commun à ces 14 groupes. Et il faut descendre à entre 6 et 8 groupes de langue indo-européenne pour arriver à avoir entre 200 et 300 racines qui sont communes. Donc c'est suffisant pour exclure tout hasard. C'est pas un hasard, hein. Donc il y a bien quelque chose, hein. Il y a une réalité derrière, mais c'est pas aussi fort que des fois on le dit. Donc il faut aussi s'intéresser à l'histoire des sciences. Cette idée de peuple européen original et de ressemblance entre langues indo-européennes, on la trouve à des dates anciennes, hein, dès la Renaissance. Un certain nombre d'érudits se posent la question de mais est-ce que finalement la langue originale, celle que avec laquelle Dieu a parlé à Adam et accessoirement à Ève, est-ce que cette langue c'est vraiment l'hébreu qui pendant longtemps paraissait la langue effectivement originelle, la langue primitive, si bien qu'on essayait de faire dériver le grec de l'hébreu par exemple à la Renaissance ou un peu après. Et cette espèce d'alternative donc elle surgit peu à peu. On trouve chez Leibniz à la fin du XVIIe siècle l'idée que tous les Européens, la plupart des Européens viennent d'un endroit qui se situe à l'époque, sans évidemment aucune preuve, comme par hasard au nord de la mer Noire. Pourquoi là c'était pas l'argument de l'arbre, mais probablement c'est la région la moins connue de l'Europe et que l'Europe étant une presqu'île entourée de mer partout, la seule manière où on peut le faire venir, c'est justement quelque part vers l'est, dans les zones les moins connues. Alors les Européens, effectivement, par rapport à beaucoup d'autres mythes de l'origine, sont dans une situation
situation qui est schizophrène depuis des siècles, c'est que leur mythe explicatif de la création du monde et de la création de l'homme, c'est la Bible, qu'ils empruntent donc à ceux qui, pendant des siècles, sont la figure de l'autre, ceux qu'on va assassiner, brûler, expulser. Donc c'est une situation à peu près invivable, et on peut dire, ça prouve pas que ce mythe ne repose sur rien, mais on peut aussi interpréter l'histoire, en termes d'histoire des sciences et d'histoire des idées, l'émergence progressive de cette idée d'un peuple originel, un peu d'exception aussi venu de quelque part ailleurs, mais en tout cas pas du Proche-Orient, pas de la terre promise, comme une espèce de tentative désespérée de s'inventer un autre mythe d'origine. La plupart des populations du monde ont un mythe d'origine qui dit qu'ils sont autochtones, qu'ils sont mieux que les autres, qu'ils sont les vrais hommes et que les autres sont moins bien. Bon, je voudrais ajouter que c'est pas un hasard si ça apparaît au XIXe siècle. En termes d'histoire des sciences, d'ailleurs, les Français sont spécialistes d'avoir toujours un inventeur méconnu qui malheureusement n'est pas reconnu. Donc dans l'historiographie officielle, c'est William Jones pour l'indo-européen, de même que c'est les frères Wright pour l'aviation ou Edison pour la voix enregistrée, et de même qu'on a aussi nos inventeurs méconnus. Il y a un jésuite français qui écrit une lettre à l'Académie à la fin du XVIIIe siècle pour dire qu'il y a quand même des ressemblances troublantes entre le sanskrit et le grec. Et sa lettre va dormir pendant 20 ans dans un tiroir, parce que les académiciens qui les reçoivent disent bah oui, ça doit être des traces de la conquête d'Alexandre ou quelque chose, mais à l'époque il n'y a pas de case pour le comprendre. Et on réhabilitera le jésuite Cœur-Doux plus tard, mais il était déjà trop tard, l'histoire officielle était déjà passée. Et donc c'est pas un hasard si pendant tout le XIXe siècle, effectivement, les études indo-européennes sont une science essentiellement allemande, parce que les Allemands sont confrontés au problème qu'est-ce qu'être allemand. Alors, la seule chose qui fait qu'on est allemand, c'est qu'on parle l'allemand, et encore la langue officielle elle existe dans une zone limitée, et on parle pendant longtemps le français dans les cours, et l'allemand est éclaté en dialecte, et même encore aujourd'hui, beaucoup d'Allemands pratiquent à côté du Hochdeutsch leur dialecte. Donc pour eux, cette idée qu'il y ait un allemand originel, un Urdeutsch ou Urgermanisch, est fondamentale. C'est ça qui rend compte de leur unité, avant l'unité allemande de 1871, et encore une unité qui n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il y a encore l'Autriche, le Luxembourg, etc. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, et l'idée qu'il y ait encore un peuple encore plus ancien et qui, lui, est de toute façon également germanique, va être fondamentale. Et donc c'est une science, une vraie science, la linguistique comparée des langues indo-européennes. C'est là-dessus qu'ensuite sera fondée la linguistique générale tout court, mais c'est une science allemande pendant tout le XIXe siècle, alors que les Français s'en désintéressent totalement jusqu'à Antoine Meillet au début du XXe siècle. Et par ailleurs, c'est sans doute pas, il y a une espèce d'homothétie entre la conquête européenne du monde et cette espèce de conquête inversée avec la préhistoire. Donc pour en terminer et pour reprendre cette question de l'arbre le plus global dont je parlais tout à l'heure, et dont la question, la solution, une des solutions possibles à la question indo-européenne peut être de s'appuyer sur cet arbre. Je rappellerai qu'effectivement cet arbre, il est sympathique parce que tous les hommes viennent de la même mère, si j'ose dire, de l'Ève primitive, et donc on a tous les mêmes gènes, etc. Mais on remarquera, si on regarde, et notamment ça a été le cas de cet arbre de toutes les langues et de tous les gènes, qu'il a effectivement trois caractéristiques, et que vous allez retrouver à chaque fois qu'une découverte scientifique va être très abondamment médiatisée. Vous pourrez le vérifier vous-même. Donc ça doit être facile à comprendre, parce que dire que la solution du problème indo-européen est très compliquée, c'est pas très porteur. Deuxièmement, ça doit effectivement utiliser des technologies nouvelles et un peu attirantes, un peu mode, mais comme par hasard, la plupart du temps, on va s'apercevoir, et ça se vérifie dans plusieurs cas, qu'on va s'appuyer sur des mythes originaux très ancrés dans la culture qu'on va produire.
Donc voilà, donc je suis désolé, je n'ai pas apporté de réponse. Je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'a dit Colline Renfrew, notamment évidemment tout l'aspect critique et même une bonne partie des données qui peuvent éclairer, qui peuvent avoir un caractère positif. Mais j'ai tendance à penser qu'effectivement on n'est pas encore, et je ne pense pas qu'il soit d'une opinion très différente, on n'est pas encore, on est encore loin d'une solution qui soit pleinement testable et vérifiable. Voilà, je vous remercie.